Bonjour à toutes et à tous. Donc, on se retrouve aujourd'hui ici pour donner des explications sur le contenu du cours de calcul numérique. Donc, aujourd'hui, je vais un peu expliquer le contenu de la séquence 1, donc du cours de calcul numérique. Donc là, on va juste introduire les notions de base qui sont déjà développées dans le chapitre 1. Donc dans la plateforme du cours, on avait déjà entamé quelques explications et avions même commencé à faire les exercices du TD. Maintenant, voilà, là où je reviens un peu en arrière pour éclaircir quelques parties du cours qui n'étaient pas très bien compris lorsqu'on corrigeait les exercices du TD. Donc aujourd'hui, je vais revenir brièvement sur l'explication du contenu de ce qui a été fait dans le cours et qui est déjà dans la plateforme. Alors, donc, dans ce cours de calcul numérique, donc, on va voir normalement dans la première partie de ce cours, donc ça c'est les exercices du TD. Maintenant, donc, on va voir dans la première partie de ce cours, voilà, les notions de base en arithmétique des calculateurs, ce qu'on appelle l'arithmétique des calculateurs. Ensuite, maintenant, au suivant, on va voir un peu les méthodes de résolution numérique des équations. Donc, pour la première partie de ce cours, donc, on va voir donc, les notions. Donc, après avoir introduit bien sûr la généralité sur le calcul numérique, on va voir donc la notion de représentativité des nombres en machine, donc en machine, en calculateur, c'est-à-dire en ordinateur pour ce qui nous intéresse. Comment également on fait des opérations avec de telles représentations. Après avoir défini comment on les représente, ensuite on verra comment maintenant on fait les opérations sur de telles représentations. Alors, donc, dans ce premier chapitre, donc, on va voir, comme on l'a dit tout à l'heure, l'arithmétique des calculateurs. Et donc, en introduction ici, on va donner juste une petite introduction de ce que c'est l'analyse numérique. Alors, donc là, on nous dit que l'analyse numérique, alors, est le domaine des mathématiques où l'on conçoit et étudie des méthodes de résolution de certains problèmes mathématiques, donc en général issus de la modélisation de phénomènes réels, c'est-à-dire des phénomènes qu'on observe tous les jours, et dont on cherche à calculer la solution ou son approximation à l'aide d'un calculateur. Et c'est ce dernier terme-là, en fait, qui est intéressant dans ce cours. Parce que voilà, généralement, si vous avez en face de vous un problème, soit vous avez une solution directe de ce problème, soit vous n'avez pas une solution directe. Et donc, on fait appel au calcul numérique ou bien l'analyse numérique, donc à l'arithmétique des calculateurs, du coup, c'est-à-dire aux ordinateurs et des calculateurs, pour faire maintenant une approximation de ce que l'on ne pouvait pas déterminer directement ou manuellement ou théoriquement. C'est-à-dire, vous avez une équation, donc on prend juste un cas simple, vous avez une équation, et cette équation-là, on ne peut pas la résoudre à la main, on ne peut pas la résoudre théoriquement. Qu'est-ce qu'on fait? On fait une approximation de cette solution. Et alors, pour faire une approximation de cette solution, on a besoin des calculateurs pour faire ces calculs, parce que voilà, c'est des calculs à l'ordre de puissance, n'est-ce pas, de beaucoup de calculs qui se succèdent. Et donc, on dira donc que ces méthodes-là, ou bien l'analyse numérique, permet alors de résoudre des problèmes que l'on ne sait pas résoudre autrement ou bien mieux qu'on ne le faisait avant. C'est-à-dire pour chercher plus de précision pour une méthode qu'on connaissait ou bien qu'on pouvait faire avant, ou bien même pour un problème qu'on ne pouvait pas résoudre. Et donc là, on fera appel donc à l'analyse numérique, au calcul numérique pour résoudre donc de telles questions ou de tels problèmes. Alors là, c'est tout à fait compréhensible parce qu'aujourd'hui, avec le développement des calculatrices de toutes sortes, c'est les machines qui sont très performantes maintenant. Donc, des ordinateurs donc, facilitent leur utilisation donc, des calculateurs numériques dans la conduite de certains calculs. Donc, cependant, cette utilisation impose donc des contraintes et ces contraintes sont généralement peu gênantes, mais le cas où le risque de fausser des solutions sont parfois le cas de fausser des solutions sont parfois importants. Alors donc ici, nous allons nécessairement être conscients des limites de ces moyens de calcul pour éviter des coûts dus aux erreurs de calcul. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, on va résoudre des problèmes qu'on ne pouvait pas faire directement. Donc on va donner ces calculs-là au calculateur, c'est-à-dire à l'ordinateur. Et donc l'ordinateur, naturellement, va générer des erreurs de calcul. Et donc nous, ce qu'on va faire avec ces méthodes de calcul avec l'ordinateur là, c'est toujours d'essayer de minimiser ces erreurs de calcul. Et ces erreurs, donc, il y en a plusieurs types.
nous, on va répertorier certains de ces types. On a ce qu'on appelle ici les erreurs liées à la machine, donc au calculateur, à l'ordinateur. Les erreurs liées à la méthode, donc à l'algorithme qu'on va utiliser, parce que voilà, si on veut faire un calcul, il faut préciser la méthode. Et selon la méthode utilisée, il y a des erreurs qui sont générées. Et il y a également ce qu'on appelle les erreurs de mesure, ou bien les erreurs sur les données, résultat d'un calcul approché d'une mesure physique, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, donc après cette introduction, je l'ai dit un peu en début, j'ai dit que par exemple, on va donner donc le problème à résoudre à une machine, à un ordinateur, généralement. Mais l'ordinateur ne connaît pas en général, par exemple, si on prend le cas de deux réels, l'ordinateur ne connaît pas des réels. Donc si on donne à l'ordinateur deux données, l'ordinateur doit transcrire en ces données-là à son langage. Et donc ici, numériquement, les langages de l'ordinateur, c'est ce qu'on va appeler donc les nombres flottants. Donc si on donne ici un nombre au calculateur, le calculateur va le percevoir, va recevoir ce nombre-là comme étant un nombre flottant. Donc ce qu'on appelait là une représentation en notation flottante. Et donc on prend un exemple ici. Alors si on donne au calculateur par exemple un nombre x réel, donc le calculateur qu'est-ce qu'il fait? Il va approximer par un élément que nous noterons ici flottante de x, c'est-à-dire flx. Et donc ce nombre-là sera représenté comme tel. Vous voyez la différence. Donc ça veut dire que ici, on donne un nombre x et l'ordinateur donc va lire un nombre qui est représenté de cette sorte-là, plus ou moins y, multiplié par b à la puissance e. Donc on va décortiquer tout à l'heure cette représentation-là. Et donc si la machine, au lieu de lire directement x ici, lit cette valeur-là, donc ça veut dire que la machine va faire ici une erreur d'approximation. Parce que les deux nombres peuvent ne pas être égaux en fait ici. Donc c'est juste environ, n'est-ce pas? Alors si ces nombres ne sont pas égaux, donc la différence entre ces deux nombres-là, c'est ce qu'on appelle ici donc l'erreur. Et donc ici, c'est exactement cette formule qu'on a là. Et donc là, on l'avait déjà dit ici. Donc l'erreur soit liée à la machine, soit liée à la méthode ici. Et donc, c'est tout à fait naturel. Hein? On donne x et la machine lit y puissance e. En le comparant, en se rapprochant en tout cas le plus possible de x. Donc généralement, donc, il génère une erreur. Cette erreur-là, on va chercher toujours à la minimiser. Alors maintenant, c'est quoi cette représentation-là? Alors cette représentation qu'on a là, c'est décortique de cette manière-là. Donc la représentation, c'était quoi? Je le rappelle ici. Donc on avait x égale plus ou moins donc y qu'on multiplie par b puissance e. Alors c'est quoi y maintenant? Donc ici on va commencer par la base b. Alors b c'est quoi? C'est là. Donc c'est ce qu'on appelle la base du système numérique utilisé. Donc là vous le connaissez déjà dans vos cours d'architecture, dans vos cours d'algorithme, n'est-ce pas? Exactement. Donc vous connaissez c'est quoi une base numérique utilisée. Alors ici b c'est la base du système numérique. Généralement nous on va considérer la base décimale comme la base 10. Alors, y, c'est quoi? C'est là. Donc, y ici, c'est ce qu'on appelle la mantis. Donc, y est toujours de cette forme-là, si vous regardez bien. Y est toujours écrit de telle sorte que ça commence par 0. C'est-à-dire y égale 0, point, ou bien virgule, pour être plus clair. Donc, une succession maintenant de nombres. Donc, y1 jusqu'à y3, ainsi de suite, jusqu'au nombre s avec s fixé. C'est ce qu'on a dit ici. Et donc, c'est ce qu'on appelle dans cette représentation en flottante là, donc flottante de x, c'est ce qu'on appelle donc la mantis. Et E, naturellement, c'est l'exposant, n'est-ce pas? Donc ici, E, c'est l'exposant ici. Donc c'est un nombre entier relatif, appartenant donc à l'ensemble Z. Alors ici, donc, on va dire que la caractéristique S est inhérente au calculateur, tandis que Y, donc la mantis, est l'exposant, dépend de X. Donc ici,
Donc S ici, voilà, ça dépendra un peu de la machine. On va voir plus tard donc comment on fixe S. En général, on va vous imposer une valeur pour S, ou bien on va vous demander selon S, ou bien comment écrire la flottante de X selon S, ainsi de suite. C'est-à-dire 3 chiffres après la virgule, 5 chiffres après la virgule. Donc là, c'est inhérent à la machine, au calculateur. Mais Y et E, contrairement donc à S, dépendent directement de X. Et donc en particulier, si X est différent de 0, alors c'est évident que Y donc est différent de 0, parce qu'on va dire que X égale Y à la Y 10 puissance quelque chose. Alors si X est différent de 0, forcément donc Y1 est différent ici de 0. Y1 c'est la première valeur qui vient après le 0. Alors donc on nous dit donc il existe deux façons d'obtenir l'approximation de flottante de X. Les deux façons, c'est quoi? La première, c'est ici la troncature, ce qu'on appelle troncature. Et la deuxième, c'est l'arrondi. Donc là, c'est des choses qu'on connaît déjà en troncature, comme son nom l'indique. On garde les S premiers chiffres du développement. Donc on tronque, on coupe la valeur. Par exemple, ici, on a l'exemple de pi. Pi égale 3,141592,5 extra. Donc pi, on sait que voilà, il y a une valeur, il y a des nombres illimités de valeurs décimales. Alors ici, pour S égale 5, c'est-à-dire ici, on s'arrête à Y5. Donc pour S égale 5, donc déjà, on est là, on doit l'écrire sous forme de 0 point, n'est-ce pas? Donc Y1, c'est ce qui vient après la virgule, après 0. Donc on va l'écrire, donc on va réécrire cette valeur-là. Alors si on commence par 0 point, donc il y a la puissance, il y a la base 10 et la puissance 1 donc ici. Et donc on se retrouve avec 0,3, 31, 41, ainsi de suite, 10 puissance 1. Et puisqu'on fait une troncature, on coupe à la cinquième. Et c'est quoi la cinquième? C'est exactement ici. Vous voyez? Parce que ici, la représentation, on n'avait pas fait de 0 point, alors que pour la flottante, donc, on doit faire ici des 0 points. Et donc ici, on a bien Y1, on l'a bien ici, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5. Ici, on a la base, et là, on a l'exposant. Et donc, tout ça, c'est la mantis. On avait dit que la mantis s'écrit sous cette forme, 0 point, Y1, jusqu'à ici, Y5. Parce qu'on nous a imposé ici, S égale 5. Et donc, en général, c'est cette méthode-là qui est utilisée par la plupart des gros ordinateurs, c'est-à-dire des gros calculateurs ici. Alors, l'autre méthode, c'est l'arrondi. L'arrondi, on le connaît, hein? Donc c'est le fait d'arrondir. Donc on compare juste la dernière, ce qui suit la dernière, si c'est supérieur ou égal à 5, ou bien si c'est inférieur ou égal à 5. Et donc on fait l'arrondi. Donc là, c'est très naturel. Alors si S égale 5, donc ici on nous dit que flottante, c'est 0,31416. Parce que ici, la dernière, c'était 5. Ce qui suit après 5, c'est 9. C'est supérieur à 5. Donc, on passe au suivant, c'est 6. On fait l'arrondi ici. Donc l'arrondi, vous le connaissez déjà. Donc ici, c'est la méthode employée par les calculateurs de poste, c'est-à-dire les calculatrices, les mini-calculatrices que vous avez généralement. Alors maintenant, là, on a défini donc ce qu'on appelle la représentation des nombres flottantes. Et donc, si on fait la représentation, on avait dit que on va utiliser ces nombres-là pour faire des opérations. Alors, quelles sont les techniques de calcul en arithmétique flottante? Donc, voici les calculs qu'on a. Donc, il y a l'addition, soustraction, naturellement, multiplication et division. Et maintenant, ici, il y a une différence à prendre ici en compte. Par exemple, si on était dans R, quand on fait l'addition de deux nombres, on fait juste X plus Y qui sont dans R et qui sont donc des éléments de R. Maintenant, là, ce n'est pas le cas quand on fait l'arithmétique des flottantes. Si on fait l'arithmétique des flottantes, par exemple, l'addition entre deux flottantes, dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? On prend la somme des flottantes et ensuite la flottante du résultat. Donc ici, c'est ça ce qui est nouveau en fait. Non seulement on additionne les deux flottantes, et ensuite on va prendre maintenant la flottante d'un résultat. Donc il ne suffit pas juste de faire l'opération sur les flottantes. On fait l'opération sur les représentations en nombre flottant, et ensuite maintenant on prend la flottante de ce résultat-là. Donc c'est seulement ça la différence en fait. Donc c'est exactement ça la différence. Donc pour la soustraction également, on fait la même chose. Flottante de x moins flottante de y. Et ensuite maintenant flottante de x moins y. Donc c'est ce qui est là.
Donc ça, c'est la soustraction. Donc pour la multiplication également, si vous regardez bien ici, il faut aussi bien faire attention à la notation. Donc si vous voyez la notation des opérateurs usuels avec des ronds, c'est que vous êtes en arithmétique flottante ici. Alors ici également, pour la multiplication également, c'est la même chose. Pareil aussi pour la division, et toujours s'assurer que la flottante du dénominateur est toujours différente de 0 pour que la division existe. Donc ici, la différence c'est quoi? Non seulement ici, on prend flottante de flottante, donc là on oublie, ça appartient à R là, et ensuite on prend flottante du résultat. Donc c'est comme ça qu'on fait l'addition ou bien en tout cas l'arithmétique flottante. Donc ici, on a les 4 opérations usuelles. Et donc, en exemple, on peut le faire ici. Donc ici, on vous demande de faire en arithmétique flottante cette opération-là. Donc 133 multiplié par ensuite, ensuite de faire également cette opération-là. Ça, là, c'est pour voir est-ce qu'on aura voilà, la distributivité, ainsi de suite. Donc les propriétés généralement qu'on avait dans l'arithmétique réelle. Est-ce qu'on l'a ici? Donc, on nous dit maintenant de faire ces deux opérations et ensuite de comparer les résultats. Ça également, on le reverra également dans les exercices de TD. Maintenant, ici, je vous donne directement ici les solutions. Donc, si vous regardez bien, j'avais dit qu'il faut prendre non seulement les flottantes des valeurs, ensuite les flottantes des résultats. Alors, ici, donc, j'ai réécrit ça. Donc, puisque je dois le faire en flottante. Donc, ici, il y a les opérations ici avec des cercles, n'est-ce pas? Donc là, j'ai réécrit correctement. Donc c'est comme ça que je le présente. Maintenant, ici à l'intérieur, je dois réécrire ça. 722 plus 444 en flottante. Donc c'est comme ça que ça s'écrit ici. C'est exactement ce que j'ai ici. Ainsi de suite. Donc là, on m'avait donné S égale à 3. Donc je ne l'oublie pas dans l'énoncé. Donc là, on me le donne toujours généralement dans l'énoncé. Donc ici, j'avais un S égale à 3. Ainsi de suite. Donc à la fin, je me retrouve. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails de calcul. C'est des choses très simples. 722, vous pouvez l'écrire 3 chiffres après la virgule. C'est 0,722 10 puissance 3. Ainsi de suite. Et vous faites de même pour tous, n'est-ce pas? Ainsi de suite, avec des multiplications que vous connaissez. Là, on va y revenir en TD. Et donc, je me retrouve avec cette valeur-là. Ensuite, l'autre opération, je fais exactement la même chose. Et là, je me retrouve avec cette opération-là. Ce résultat plutôt. N'est-ce pas? Donc, ici, on a ce résultat 1, 3 et le résultat 1, 4. Ça, qui va me donner donc le résultat du dernier. Donc, le résultat du dernier, ça donne ça. N'est-ce pas? Alors, la première différence qu'on va voir maintenant ici, c'est que ces deux opérations-là ne sont pas la même chose. Alors que dans l'arithmétique réelle, on avait bien la distributivité de l'addition par rapport à la multiplication, ou bien de la multiplication par rapport à l'addition. Mais, attention, en arithmétique flottante, la multiplication n'est pas distributive par rapport à l'addition. La multiplication n'est pas distributive par rapport à l'addition. Donc c'est le premier résultat de différence qu'on voit ici maintenant, n'est-ce pas? Alors donc ici on a un autre exemple. On nous demande ici de résoudre cette équation-là dont la solution unique est x égale 0 dans R. Donc dans R, on connaît que cette équation-là a pour solution 0, n'est-ce pas? X plus 1 égale 1, ça implique forcément que x égale 0. Maintenant, on nous demande maintenant d'être plus compliqué. C'est quoi d'être plus compliqué? Voilà, c'est que d'utiliser par exemple une machine, un calculateur pour résoudre cette équation-là. Et donc, on nous demande maintenant de résoudre cette équation en arithmétique flottante, ici avec S égale à 3. Alors là, c'est des choses très simples. Hein. Donc voilà, là, on le fait donc en addition flottante. Donc tout à l'heure, la vraie opération dans R, c'était x plus 1 est égal à 1. Mais l'opération en flottante, c'est x plus 1 en flottante, donc, est égal à 1. Donc, c'est ça l'opération qui est demandée. Donc, il faut bien faire attention entre les deux. Donc, les deux là sont totalement différents. Ici, la solution, c'est 0. Donc, ici, dans R. Maintenant, ici, on va chercher ici la solution. Maintenant, dans, comment dirais-je,
en arithmétique flottante. Donc en arithmétique flottante, donc on a ça, et donc on traduit x plus 1. X plus 1, c'est exactement ça, ce qui est égal à flottante de 1, n'est-ce pas? Alors dans ce cas, nous en général, hein, c'est comme ça que, donc on va revenir plus tard sur ces techniques, ces méthodes de résolution d'équations là, mais la machine, pour faire une résolution d'équation, il a besoin d'un point de départ. Le point de départ, c'est quoi? C'est le début de l'itération. Donc, on va anticiper un peu sur le chapitre suivant, le début de l'itération. Et donc, la machine a forcément besoin, ou bien le calculateur a forcément besoin d'un point de départ pour résoudre une équation. Ici, on va choisir un point de départ arbitraire. X0 égale à ça. Vous voyez que là, on a pris une valeur qui est très proche de 0, 0,4 10 puissance moins 3. Donc là, c'est très proche de 0. Parce qu'on connaissait que dans réel, dans R, la solution était 0. Donc nous, on va juste jouer à prendre une valeur qui est très proche de 0, n'importe laquelle. Alors, donc, on le fait, donc on essaie avec x0. Donc si ça marche pour x0, ça veut dire que x0 est solution. Parce que nous, on cherche juste une solution. On va juste regarder maintenant, est-ce que si je fais x0 plus 1 en arithmétique flottante, en addition flottante, est-ce que je vais trouver 1? Si je trouve 1, ça veut dire que x0 est solution. Donc là, je le fais, à la fin, je trouve 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que donc ce x0 que j'ai trouvé là est solution. Alors, si x0 plus 1 en addition flottante égale à 1, donc n'importe quelle valeur qui va être inférieure à ce x0 là sera également solution. N'est-ce pas? Par exemple, si quelqu'un prend ici x1 égale 0,3 10 puissance moins 3 ou bien moins 4, ce x1 également sera solution, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, jusqu'à un certain x infini. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire avec cette résolution d'équation-là? C'est qu'il y a une infinité de solutions. Regardez donc la deuxième différence. Ici, dans R, x plus 1 égale 1 a une solution unique, donc 0, qui est solution unique. Alors, si on résout l'équation en arithmétique flottante, on a une infinité de solutions. Donc, voici une deuxième différence. N'est-ce pas? Donc, ici, il faut bien faire attention donc aux questions qui seront posées. Quand est-ce qu'on va vous demander de faire une résolution en arithmétique flottante ou bien en arithmétique réelle, en arithmétique classique, ce qu'on connaissait avant. Donc, il faut bien faire attention ici sur les méthodes de calcul. Alors, donc là, on l'a dit, donc là, c'est juste donc, les explications de ce qu'on a dit tout à l'heure avec les différences. Alors, dans la quatrième partie donc, de ce cours, on va voir ce qu'on appelle les calculs et sources de grandes erreurs. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, quand on fait la représentation d'un nombre en représentation flottante, il y a des erreurs. Et donc, ici, on va voir maintenant les différentes sources d'erreurs. Donc, on a ce qu'on appelle le problème de cancellation et le problème d'absorption. D'abord, pour définir le problème de cancellation, donc, on va définir ce qu'on appelle les chiffres significatifs. C'est quoi les chiffres significatifs? C'est-à-dire, si vous avez la représentation d'un nombre, il y a des valeurs ou bien des chiffres qui sont significatifs dans cette représentation-là et des chiffres qui ne sont pas significatifs. Alors, on va voir maintenant la définition. Alors, une définition très logique. Alors, définition chiffre significatif. Donc, dans la représentation décimale d'un nombre, un chiffre non nul est toujours significatif. Donc là, c'est en 1. Donc, dès que vous avez un chiffre non nul, c'est toujours significatif. Donc, ça même, ça fait l'objet de l'exercice 1 du TD. Un chiffre non nul est toujours significatif. Alors, maintenant, la significativité, la définition, ça pose problème au niveau du chiffre 0. Quand x 0 est significatif et quand x 0 n'est pas significatif. Alors, deuxième définition, le chiffre 0 est significatif quand il est placé entre deux chiffres significatifs. Donc, il faut prendre du recul par rapport à cette définition. On n'a pas dit entre deux chiffres non nuls. Entre deux chiffres non nuls, c'est évident. Mais on vous a juste dit entre deux chiffres significatifs. Donc là, c'est beaucoup plus général entre deux chiffres non nuls. Parce qu'un chiffre peut être nul et significatif. N'est-ce pas? Alors, donc le chiffre 0 est significatif quand il est placé entre deux chiffres significatifs. Alors, troisième remarque ou bien définition, le chiffre 0 maintenant n'est jamais significatif quand il précède
tous les chiffres non nuls. Donc si 0 précède des chiffres non nuls, alors il n'est pas significatif, ou bien quand il représente un chiffre significatif qu'on ignore, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas. Donc on va faire des exemples sur ça. Alors, voici le premier exemple. Pi, 3, moins, là c'est moins. Donc, bien voilà, c'est juste un tiré, hein, 3,14. On va considérer que ça, c'est un tiré là, le moins là. Donc 3,14, ainsi de suite, cette valeur-là. Ensuite, ça, ensuite ici, on nous dit que chaque nombre a tous ses chiffres significatifs, n'est-ce pas? Ici, pour le premier, donc je vais prendre la couleur, une nouvelle couleur. Donc ici, pour le premier, il n'y a pas de zéro, que des chiffres non nuls significatifs. Ici également, que des chiffres non nuls significatifs. Ici maintenant, tous les chiffres non nuls sont significatifs. Et les zéros entre deux chiffres significatifs, donc significatifs. Ici également, tous les chiffres non nuls sont significatifs. Et les zéros là sont entre des chiffres significatifs, donc significatifs, ainsi de suite. Alors ici, on n'a que deux chiffres significatifs, c'est 1 et 2. N'est-ce pas? Parce qu'on nous a dit que 0 n'est jamais significatif quand il précède des chiffres non nuls. Donc ici, les 0 précèdent des chiffres qui ne sont pas non nuls, donc elles ne sont pas significatifs. Donc ici, les chiffres significatifs, ici, c'est 1 et 2. Alors, ici, chaque nombre a trois chiffres significatifs. Quels sont les trois chiffres significatifs? Les voici. Les voici. Et ici également, les voici. Ici, maintenant, regardez bien le cas là. 0,100. Donc ici, le premier 0 n'est pas significatif parce qu'il précède un chiffre non nul. Le 1 ici est significatif, mais ici le dernier 0 est significatif parce qu'il est placé derrière. N'est-ce pas? Parce qu'on nous a dit que n'est pas significatif quand il précède. Donc ici, il ne précède pas de chiffre non nul. Donc ici, le dernier 0 qu'on a là, donc ici, le dernier 0 qu'on a là est significatif. Et puisque ce 0 là est significatif et le 1 là est significatif, alors ce qui est entre le 0 et le 1 est donc significatif. Et du coup, donc, le 0 qui est au milieu là est significatif. Et c'est le même cas ici. Et donc, ici, pour cette valeur-là, tous les chiffres sont significatifs. Très naturel. Parce que ici, regardez bien, si on enlève un 0 derrière là, ça fausse tout. C'est comme si vous avez 1 million, qu'on enlève un 0 et que vous vous retrouvez avec 100 000. Donc, vous voyez bien la significativité des zéros en derrière placés derrière un nombre. Donc là, c'est un exemple concret. On vous donne 1 million, on enlève un 0, ou bien on oublie, on vous donne un chèque avec 1 million, et on oublie de mettre un 0 derrière. Donc vous vous retrouvez avec 100 000. Vous voyez comme ça, comment c'est significatif. Alors, on vous donne également un chèque, je ne sais pas, avec 100 000, et on écrit 5 zéros avant le 1, suivi des zéros de 100 000. Donc vous vous retrouvez toujours avec 100 000, parce que les zéros devant ne sont pas significatifs, ainsi de suite. Donc on peut trouver pas mal d'exemples, en tout cas dans le cas réel. Maintenant, dans le cas des valeurs décimales également, c'est comme ça qu'on le fait. Alors, donc là, c'est la définition des chiffres significatifs. Et donc, à partir de ces définitions-là, on va voir ce qu'on appelle une source d'erreur qui est le phénomène de cancellation. Donc tout à l'heure également, on donnera des exemples sur ça. Alors, c'est quoi le phénomène de cancellation? Donc le phénomène de cancellation en arithmétique flottante, c'est lorsqu'on fait la différence de deux nombres très proches. Donc si on fait la différence de deux nombres très proches, des chiffres significatifs sont perdus au profit des zéros non significatifs. Et dans un tel cas, l'importance relative des erreurs d'arrondi peut être considérablement accentuée. Et c'est ce qu'on appelle le phénomène de cancellation. Donc le phénomène de cancellation en arithmétique flottante, c'est quand on fait la différence, la soustraction de deux nombres très très proches. Donc pour vous dire, parce que nous l'idée au début qu'on avait c'était quoi? C'était toujours d'éviter ou bien en tout cas de réduire les sources d'erreur. Et donc si on vous dit que faire la différence entre deux nombres proches amène des erreurs, donc c'est à éviter. C'est-à-dire que ce type d'opération-là, aussi on va faire cet exemple-là, regardez bien les deux. Racine de 6001 moins en arithmétique flottante racine de 6000. Donc là, c'est des valeurs qui sont très très proches. Donc on va utiliser une autre méthode pour faire cette opération-là au lieu de le faire directement. Parce que si on le fait directement, on induit ou bien voilà, il y a des sources d'erreurs qui apparaissent. Et ces sources d'erreurs-là, c'est ce qu'on appelle le phénomène de cancellation. Alors ici, on va faire cet exemple 1, 4, 3 là. Alors ici, donc si on fait l'exemple, on se retrouve avec cette valeur-là. Donc
toujours rigoureusement en arithmétique flottante, on le fait rigoureusement, on se retrouve avec cette valeur-là. Alors regardez bien ici, la remarque. Alors ici, on remarque les 4 dernières zéros, ces zéros-là, vous allez voir pourquoi on va dire que ce n'est pas significatif. On remarque que les 4 derniers zéros ne sont pas significatifs puisqu'ils résultent de l'écriture des résultats en arithmétique flottante. N'est-ce pas? Parce que c'est l'écriture ici en arithmétique flottante. Donc dire voilà 0,10 puissance moins 2. Donc ici, il suffit juste de mettre le 10 puissance moins 2. Si vous mettez le 10 puissance moins 2, vous vous retrouvez avec 64, je sais pas, 0,000, ainsi de suite. Donc les derniers zéros ne sont pas significatifs parce qu'ils résultent d'un résultat en arithmétique flottante. Donc, on ne vous a pas donné la valeur comme ça directement. Par exemple, si je venais moi et je vous donnais par exemple cette valeur-là, 0,710, donc qui ne viennent pas d'un résultat d'arithmétique flottante, dans ce cas, le 0 là serait significatif. Mais si on a ces résultats-là qui résultent, qui viennent d'une opération d'arithmétique flottante, dans ce cas, les zéros qui sont derrière ne sont pas significatifs. Donc, a priori, cela n'est pas grave, mais lorsqu'on va utiliser le résultat obtenu dans le calcul plutôt subséquent, ces zéros non significatifs joueront un rôle et détruiront la précision. Parce qu'ici, ce n'est pas significatif, mais généralement, on ne peut pas le savoir. Et donc, la machine va continuer à faire des calculs avec ces résultats-là. Par exemple, si on voulait utiliser ces résultats-là pour faire un autre calcul, continuer, ainsi de suite, ainsi de suite. Dans ce cas, la machine va directement utiliser ça pour faire ce calcul-là. Et donc, parce qu'il ne connaît pas. Et donc, ces zéros-là, non significatifs, donc, vont jouer un rôle et détruisent donc la précision du calcul. Et donc, pour éviter cela, et donc, pour obtenir ainsi un résultat plus précis, on va utiliser cette méthode de calcul-là. Donc, au lieu de faire directement cette différence, on va toujours chercher à utiliser une alternative pour ce type d'opération-là, pour ces différences-là. Alors ici, heureusement qu'on avait juste la différence entre deux racines carrées. Alors là, l'alternative directe, c'est d'utiliser ici l'expression conjuguée. Alors là, on utilise l'expression conjuguée et on se retrouve avec cette opération-là. Donc voici l'alternative. Donc ce qui est ici en bleu, n'est-ce pas? Ce qui est ici en bleu, c'est exactement la même chose qu'on a là. Donc ici, on va préférer ce deuxième résultat-là, cette deuxième opération, au lieu du premier. N'est-ce pas? Parce que le premier, c'était une différence entre deux valeurs très proches, alors que là, c'est juste l'inverse d'une somme entre deux valeurs très proches. Là, il n'y aura pas d'erreur. Et donc ici, on va utiliser cette valeur-là maintenant en flottante. Donc division flottante, ensuite somme flottante. Et là, regardez bien la différence entre les deux valeurs. Donc là, on va trouver cette valeur-là, alors que ici, on avait ces valeurs-là. Donc parce que des zéros avaient pris délibérément les valeurs de ces valeurs significatives-là. Ici, on a 0, 64, 55, que des zéros, alors qu'ici, on a 0, 64, 54, 70, 32. Vous voyez, donc ici, c'est très, très différent en termes de précision. Si on arrondit, il n'y a pas de souci, mais voilà, la machine connaît des précisions. Et ici, en termes de précision, c'est très, très, très différent. Alors, on va voir autre source d'erreur. Donc, quand on fait par exemple le calcul de somme à terme positif, donc si on fait le calcul de somme à terme positif, naturellement par exemple, vous allez me dire que par exemple, si j'ai une opération A plus B plus C, et je vous demande de faire cette opération-là, vous allez me dire que ça c'est la même chose que si je fais C plus B plus A. Et donc c'est égal, en tout cas dans R. C'est très naturel. Alors, on va voir ici un peu que l'ordre de sommation joue un rôle important en arithmétique flottante. Alors, regardons cette opération-là. On essaie de faire cette somme. Regardez bien cette somme. On a 100 plus 0,1 plus 0,1 plus 0,1, donc 10 termes en 0,1, mais en arithmétique flottante. N'est-ce pas? Et une autre somme que je vais mettre ici en vert, S', où on inverse un peu l'ordre de sommation. Donc, on commence par 0,1, 0,1, 0,1, ensuite plus 100. Donc, normalement, naturellement, on doit avoir les mêmes résultats. Parce que ici, j'avais dit que si on a A plus B plus C, c'est la même chose que C plus B plus A. Alors ici, si on fait le calcul, on va trouver S égale à 100 et S' est égal à 101. En flottante, n'oubliez pas. N'oubliez pas. Ici, il y a des ronds, n'est-ce pas? Donc ça, en flottante.
Donc, vous voyez là les deux différences. Alors, maintenant, comment expliquer cette différence-là? Alors, ici, pour le calcul de S, là, donc, pour le calcul de S, tous les termes valant 0,1 sont perdus lorsqu'on arrondit, n'est-ce pas? Tous les termes valant 0,1 ici sont perdus, parce que si on arrondit, ça donne juste 0. 0,1 on arrondit, ça donne 0, 0, on arrondit, ça donne 0, 0, on arrondit, ça donne 0, 10 fois, ça donne 0 plus 0, ça donne 100. N'est-ce pas? Donc, dans la pratique, il est préférable de sommer une série à termes positifs par ordre croissant. Donc, c'est ce qui est fait dans S'. Donc, au lieu de commencer par le plus grand, on va commencer par le plus petit. Donc, la machine, c'est ce qu'il fait. On ordonne, donc on le fait par ordre croissant. Ensuite, on commence maintenant à sommer la série. Donc, ici, de manière générale, donc en arithmétique flottante, le calcul d'une somme S qui est égale à ça, n'est-ce pas, c'est fait en formant la suite des sommes partielles. Donc ici, au lieu de le faire directement, on va faire la somme des suites partielles. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait? On fait ici ça, on trouve le résultat, on rajoute à cette valeur-là, on trouve ce résultat, on rajoute au suivant, ainsi de suite, jusqu'à avoir la somme totale. Et donc ici, c'est ce qu'on fait. Donc si on a cette somme-là, donc somme des AI S puissance, donc n'est-ce pas, ça c'est un peu mal écrit, mais c'est S à la puissance E ou bien SE. En tout cas, AI quelque chose, multiplié par quelque chose. Ou bien juste somme des AI. N'est-ce pas, là c'est ce fait. Donc c'est somme des AI, excusez-moi. Donc somme des AI, donc cette somme-là se fait en formant la suite des sommes partielles. Des fois, ça arrive un peu de, voilà, de se perdre un peu sur les écritures, sur les notations. Donc, somme des AI. Donc, ici, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que c'est A1, n'est-ce pas, plus A2, n'est-ce pas, plus, ainsi de suite, plus AN. Mais, en flottante. OK. Alors, donc, ici, comment on le fait? On calcule S1, donc flottante de A1. Ensuite, le résultat, on rajoute A2, toujours en arithmétique flottante, en addition flottante, jusqu'à avoir donc ça. Et donc, on se retrouve avec une suite. Et donc, dans ce cas, le résultat alors est Sn, qui est un peu équivalent à S. Donc, ce point dans l'arithmétique flottante n'est pas associatif. Et l'ordre dans lequel nous sommons les AI peut aussi changer les valeurs de la somme Sn. Donc, ici, si on vous demande de faire cette somme-là, donc, ceci donc est différent. Donc, cette somme-là, c'est différent de cette somme-là. N'est-ce pas? Là, c'est totalement différent. Maintenant, pour faire cette sommation-là, il ne faut pas le faire directement en sommant tout le monde. Il faut sommer un par un. C'est-à-dire ici, vous faites 100 plus 0,1. Ensuite, vous avez le résultat qu'on appelle ici S1. N'est-ce pas? Ensuite, donc le 100 là, vous prenez déjà S0. Vous l'appelez S0 parce que c'est flottant de 100. Ensuite, vous mettez S1 plus 0,1. N'est-ce pas? Toujours en flottante. Vous trouvez ici S2. Et ensuite, ainsi de suite, jusqu'à avoir la valeur de la somme. Donc, il faut le faire étape par étape. Et là, ça sera génial quand on va le faire, quand vous le ferez en algorithme, par exemple. Donc, puisque vous avez fait déjà vos cours d'algorithmique, donc là, vous avez maintenant des outils pour programmer ces types de calculs-là. Ça va être très simple et génial si vous visualisez un peu les résultats en programmation. Alors, maintenant, voilà, la dernière partie maintenant de ce cours, donc c'est les défauts et qualités d'un algorithme. Donc là, on ne va pas trop insister là-dessus parce que dans votre cours d'algorithme déjà, vous l'avez déjà vu. Maintenant, nous, je ne vais pas vous expliquer c'est quoi un algorithme et ainsi de suite, mais juste c'est quoi les défauts et les qualités d'un algorithme, en tout cas en analyse numérique. N'est-ce pas? Donc là, c'est les définitions d'algorithme. Donc là, vous le connaissez déjà. Donc c'est juste donc, une méthode de calcul, une suite d'instructions qui permet de résoudre un problème donné en opérant étape par étape. Donc là, vous le connaissez déjà dans votre cours d'algorithmique et programmation. Alors, donc, on a ce qu'on appelle le conditionnement et la stabilité numérique. Alors, le conditionnement, c'est quoi? Ici, on dit que le fait, c'est là. Donc, le fait que certains nombres ne soient pas représentés de façon exacte dans un calculateur entraîne que l'instruction même de donner d'un problème en machine modifie quelque peu le problème initial.
C'est-à-dire si on fait des erreurs de représentation, quoi. Au lieu de mettre 0,146, on met 0,144. N'est-ce pas? Alors donc, il se peut que cette petite variation-là des données entraîne une variation importante des résultats. C'est la notion de conditionnement d'un problème. Donc c'est ça la notion de conditionnement d'un problème. C'est-à-dire que, voilà, dans votre système, vous voulez mettre quelque chose qui est comme ça, 1,4251. Voilà, vous écrivez vos données avec cette valeur-là, et puis à la fin, vous voyez l'erreur alors que vous voulez faire 1, par exemple, 42, je ne sais pas moi, 52. Et vous vous dites non, puisque je l'ai déjà résolu avec 1,5142, c'est bon, hein, ça, c'est exact, c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Vous voyez ici la variation, comment elle est petite. Et maintenant, cette petite variation-là peut apporter une variation importante des résultats que vous aurez à la fin. Donc voilà, ce n'est pas des choses qu'on va ignorer. Toujours pour vous dire, pour vous rappeler que la précision, elle est importante dans ce cours. Parce que c'est ce qu'on va faire tout au long de ce cours. Donc ici, par exemple, on démarre, on dit que je veux résoudre l'équation avec ça. Mais en saisissant dans la machine, je mets 1,4251. À la fin, j'ai un résultat. Lorsque je regarde le résultat, je me rends compte qu'à la place de 1,4252, j'avais 1,4251. Et donc, non, je me dis, alors là, c'est ok, c'est bon, je donne le résultat comme ça. Dans ce cas, c'est totalement faux. Parce qu'il se peut qu'il y ait une grande variation des résultats obtenus. Et c'est ce qu'on appelle donc la notion de conditionnement d'un problème. Et là, il y a un exercice qui traite ça au niveau au niveau du TD. Alors ici, on dit qu'un problème est bien conditionné ou mal conditionné si une petite variation des données entraîne une petite ou bien respectivement une grande variation sur les résultats. Alors cette notion de conditionnement est liée au problème mathématique lui-même et est indépendante de la méthode utilisée pour résoudre ce problème-là. Donc ce n'est pas toujours le cas, hein. Donc il se peut que si vous faites cette variation-là, vous avez les mêmes résultats. Il se peut également vous avez des résultats qui sont différents. Si vous avez le même résultat, c'est que le problème est bien conditionné. Si vous avez des résultats totalement différents et avec une variation importante, ça veut dire que le problème est mal conditionné. Donc c'est ça qu'on vous dit, problème bien conditionné et problème mal conditionné. Et c'est ça la notion de conditionnement. On le verra en détail dans les exercices du TD. Alors l'autre chose, c'est ce qu'on appelle la stabilité numérique. Alors donc une autre notion importante en pratique est celle de la stabilité numérique, c'est-à-dire une propagation des erreurs numériques. C'est quoi par exemple? Alors si les erreurs introduites dans les étapes intermédiaires, c'est-à-dire que lorsque vous faites les calculs dans les étapes intermédiaires avant d'avoir le résultat final, entre la première étape et la dernière étape, si vous faites des erreurs entre ces étapes-là, ces erreurs-là ont un effet négligeable sur le résultat final. N'est-ce pas? Si ces erreurs-là ont un effet négligeable sur le résultat final, alors on dit que l'algorithme est numériquement stable. Numériquement stable. Sinon, on dit qu'il est numériquement instable, c'est-à-dire n'est pas stable. N'est-ce pas? C'est-à-dire que vous faites des calculs. Donc, vous commencez à l'étape 1. Et la dernière étape, c'est l'étape N. Donc, entre ces étapes-là, si vous faites des erreurs ici, entre les calculs, et donc à partir de l'étape N, normalement ici, vous avez un résultat. N'est-ce pas? Alors, si ces erreurs introduites là, n'est-ce pas, ont un effet négligeable sur le résultat, alors on dira que l'algorithme est numériquement stable. C'est ok, l'algorithme, voilà, ces petites erreurs n'ont rien, voilà, n'ont pas d'influence sur le résultat. Alors que si cette petite, parce que là, c'est des erreurs petites, hein. Alors si ces erreurs petites maintenant, introduites ici, avant l'étape finale, ont un grand effet sur le résultat final, alors c'est ce qu'on appelle un algorithme qui est numériquement instable. Et là, ici, on vous donne ici un exemple sur ce calcul-là. Donc là, l'exemple, c'est quoi? Ici, on essaie juste de calculer IN, qui est cette intégrale-là. Donc voilà, beaucoup d'entre vous connaissent. Donc je ne sais pas, normalement vous allez le voir dans votre cours d'analyse 2, hein. Donc pour ceux qui sont dans mon groupe ou bien dans les autres groupes, vous allez voir cette technique de calcul d'intégrale-là. Donc là, je ne vais pas trop insister sur comment on calcule cette intégrale-là. Donc là, c'est comme ça. Donc ici, on a l'intégrale de 0 à 1 sur ça et ça, n'est-ce pas? Alors là,
x à la puissance n, je l'écris entre x multiplié par x à la puissance n moins 1. Ensuite, là, je rajoute plus ou moins a. Donc là, c'est des techniques de calcul d'intégrale que vous verrez dans votre cours d'analyse 2. Et donc là, je l'écris comme ça, c'est la même chose. N'est-ce pas? Donc là, je l'écris comme ça. Et à la suite, donc j'ai cette valeur-là. N'est-ce pas? Et donc j'ai in qui est égal à 1 sur n moins a in moins 1. Donc là, je ne vais pas trop insister sur la méthode de calcul d'intégrale. Alors, si certains ont des problèmes pour cette méthode de calcul d'intégrale-là, on peut toujours venir au forum de partage et on en discute. Donc, vous pouvez toujours venir au forum de partage. Et là-bas, on pourra en discuter. Donc, c'est des méthodes de calcul très simples que vous avez normalement vues dans votre chapitre 2 du cours d'analyse. Et donc, ici, on a ce résultat-là. Et donc, à la fin, donc, on se retrouve donc avec cette remarque-là. Donc, connaissant I0, on peut toujours calculer parce qu'on avait IN en fonction de IN moins 1. Donc, connaissant I0, on peut calculer I1. Ensuite, calculer I2, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, cependant, la fournie par ces relations est numériquement instable. Pourquoi? En effet, supposons que l'erreur d'arrondi sur I0 est égale à E0. On suppose que l'erreur de départ est égale à E0 et qu'aucune autre erreur n'est introduite dans les calculs subséquents. Donc, on va calculer maintenant l'approximation de IN, donc la valeur de l'intégrale à l'étape N. Donc, on aura l'erreur EN à l'étape N donc. Et donc, EN serait égal à la valeur approximée sur la vraie valeur, moins la vraie valeur plutôt. Donc, IN chapeau, donc au chapeau, on notera la valeur approchée toujours avec un chapeau. Donc, IN chapeau moins IN. Et donc, si je le fais ici avec les valeurs en chapeau, ainsi de suite, donc je me retrouve avec ces résultats-là. C'est-à-dire que moins A puissance N E0. Donc, vous voyez ici l'erreur. Alors, à chaque étape, l'erreur commise à l'étape précédente est multipliée par moins A. Donc, à chaque étape, l'erreur est multipliée par moins A. Donc, ça dépend un peu également du signe de A. Alors, pour A supérieur à 1, l'erreur croît et conduit donc à des valeurs fausses. Parce que nous, on avait dit que l'idée, c'était de réduire l'erreur. Alors, si on fait des calculs tels que les erreurs croissent, donc là, ça veut dire qu'il y a un problème. Et donc, c'est ce qu'on appelle ici un algorithme numériquement instable. Donc là également, à revoir en TD. Donc, dans les exercices de TD et forum. Donc, il ne faut pas oublier ici les forums de partage. Donc, parce que tout ce qu'on va voir donc, sera développé également au niveau des forums. Parce que là, je donne directement ici des explications très très simples. Et puis voilà, brièves ici. Alors, l'efficience d'un algorithme. Alors là, on donne ici l'exemple. On donne plutôt ici la définition. Donc, un algorithme est dit efficient s'il présente un bon rapport qualité-prix ou bien précision, nombre d'évaluations fonctionnelles, ainsi de suite. Alors ici, voilà, on donne un peu de vocabulaire assez nouveau. Le prix pour un algorithme, c'est le coût d'ordinateur. Donc, ce que dépense l'ordinateur, c'est-à-dire en temps de calcul, en temps d'utilisation, donc le temps nécessaire à l'établissement et à la mise au point du programme, c'est-à-dire le temps nécessaire pour programmer et avoir le résultat. Là, vous le connaissez déjà. Donc, on peut l'appeler également, j'oublie un peu le nom, la complexité algorithmique, par exemple. Donc là, vous le connaissez déjà dans votre cours d'algorithme. Maintenant, la dernière partie ici, ce sont les calculs d'erreur. Donc là, on avait un peu anticipé sur ça parce que nous, on connaissait déjà cette erreur-là, n'est-ce pas? Donc, si soit x une quantité à calculer et x, ici on a dit chapeau, mais on a noté ici étoile, et x étoile la valeur calculée. Donc ici, c'est pas chapeau. Donc, tantôt on note chapeau, tantôt on note étoile. C'est la même chose. Donc, x étoile, c'est la même chose que x chapeau. Donc là, on a fait une petite erreur là. Donc l'erreur, on l'appelle ici x moins x chapeau ou bien x chapeau moins x. C'est la même chose ici. Donc là, on l'appelle juste l'erreur. L'erreur absolue, c'est quand on prend la valeur absolue de l'erreur de départ. Et l'erreur relative, c'est si on prend l'erreur et qu'on divise par une valeur de référence. Et ici, la valeur de référence xr, c'est-à-dire x moins x chapeau ou bien x étoile sur xr. XR, généralement la valeur de référence. Et en général, on va prendre XR comme étant la valeur initiale. C'est-à-dire ici, XR est égal à R, égal à X plutôt. Alors, cependant, X est la valeur d'une fonction. F de t, on choisira parfois une valeur de référence. Quand on vous dit valeur de référence, c'est que voilà, il y a l'arbitraire un peu dessus. Donc là, c'est un peu arbitraire ici.
Donc voici les trois types d'erreurs qu'on aura à calculer généralement avec les résultats approximés. C'est-à-dire si vous approximez quelque chose, il faut après évaluer l'erreur pour voir est-ce que ce que vous avez approximé est bon ou pas. Parce que si vous approximez, si vous avez une valeur initiale x, vous l'approximez à x étoile, il faut que la différence entre x et x étoile soit minimale. Parce que c'est ce qu'on cherche à faire dans ces techniques de calcul numérique-là. Alors, donc ici, c'est ce qu'il va aller voir ici, donc dans ce cours dans ce premier cours donc, de calcul numérique, donc en arithmétique flottante. Donc, voici ce qu'il va aller voir donc, avec les explications du contenu du cours. Et donc, dans la suite donc, des vidéos, on va voir un peu ce qu'on peut faire sur les exercices qui sont proposés dans le cours. Donc, il y a plusieurs exercices qui sont proposés dans le cours. Et prochainement, donc, on va faire la correction complète des exercices du cours. Donc, on se retrouve pour la suite avec les autres vidéos et présentations.